À cet instant précis, même un rayon de lumière parti de la Terre mettrait plus de 4 ans pour atteindre l'étoile voisine la plus proche. C'est la loi la plus impitoyable que l'univers nous impose. Nous sommes enfermés dans une prison cosmique, une cellule dont les barreaux sont les lois mêmes de la physique. Mais, et si ces barreaux étaient en réalité des portes, et si l'univers lui-même enfreignait cette règle à chaque instant, en s'étendant plus vite que la lumière aux confins de l'univers observable? Aujourd'hui, nous allons percer le secret inimaginable pour nous évader de cette prison cosmique, non pas en brisant les barreaux de la physique, mais en transformant l'espace lui-même en un véhicule. Nous explorerons ces bulles de distorsion microscopiques qui apparaissent dans les laboratoires, les ondes gravitationnelles qui pourraient être les murmures laissés par des civilisations extraterrestres, et le potentiel de réduire des voyages de plusieurs siècles à quelques semaines. Si vous aussi, vous croyez que vous n'êtes pas seulement un prisonnier de l'univers, mais un explorateur potentiel, rejoignez-nous dans ce voyage où nous réécrivons les règles de la réalité. Alors, selon vous, le voyage supraluminique serait-il le salut de l'humanité ou l'ouverture de la boîte de Pandore d'un pouvoir trop grand pour être compris? Partie 1. La prison cosmique. Les murs inébranlables de la physique. Imaginez, maintenant, pensez que vous voyagez à la vitesse limite absolue et ultime de l'univers, c'est-à-dire la vitesse de la lumière elle-même. Un faisceau lumineux quittant la Terre à toute vitesse, cette énergie pure progressant à une allure inconcevable, mettrait plus de 4 ans pour atteindre notre plus proche voisine stellaire. Nous parlons simplement de nous rendre chez notre voisine de palier. Vous comprenez? Un voyage de 4 ans, sans interruption, à la vitesse maximale autorisée par l'univers. À cette vitesse, traverser notre propre galaxie, la Voie lactée, d'un bout à l'autre, prendrait 100 000 ans. 100 000 ans. Ce nombre est si grand que vous pourriez y faire tenir plusieurs fois l'histoire entière de l'humanité, de la construction des pyramides aux smartphones d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous devons faire face à une réalité, douloureuse mais vraie. Nous sommes piégés dans une sorte de prison cosmique, enfermés dans un lieu inébranlable dont les barreaux sont faits de la physique elle-même, des lois fondamentales de l'univers. Mais tenez-vous bien, car c'est maintenant que le plus incroyable arrive. Et si ces barreaux pouvaient simplement être contournés? Et si, au lieu de rouler plus vite sur l'autoroute, vous pouviez faire glisser l'autoroute elle-même sous vos roues? C'est précisément avec cette logique que des scientifiques ont trouvé une méthode ahurissante pour envoyer des vaisseaux spatiaux 10 fois plus vite que la lumière, transformant des voyages séculaires que même nos arrière-petits-enfants ne verraient même pas, en aventures passionnantes de 10 ans. Au cours de ce voyage, vous découvrirez avec nous ces bulles de distorsion microscopiques apparaissant soudainement dans le silence d'un laboratoire, les ondes gravitationnelles qui cachent peut-être les traces laissées par des extraterrestres naviguant déjà entre les étoiles, et comment les besoins énergétiques pour réaliser ce rêve sont passés de l'impossible au seuil de la folie réalisable. Ce n'est pas seulement une avancée scientifique, c'est l'audace de réécrire les règles de la réalité. Si vous êtes prêt à assister à cette percée révolutionnaire, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous, car nous sommes sur le point de réécrire la réalité telle que nous la connaissons. Commençons. Partie 2. La patience à l'épreuve de l'infini. Vers les étoiles, à la vitesse d'un escargot. La sonde solaire. Parker, notre engin spatial le plus rapide jamais construit, file dans ce vide insondable à la vitesse vertigineuse de 190 000 miles par heure, soit plus de 84 km par seconde. C'est comme si, en un clin d'œil, vous étiez arrivé de Paris à Orléans.
Mais attendez, ne vous laissez pas envoûter par ce chiffre impressionnant. Cela semble en effet très impressionnant, jusqu'à ce que vous réalisiez qu'à cette vitesse folle, il faudrait encore 70 000 ans pour atteindre l'étoile la plus proche. 70 000 ans. Ce voyage aurait commencé au cours de la dernière période glaciaire, lorsque nos ancêtres chassaient les mammouths, et se terminerait dans un avenir si lointain que personne ne peut même l'imaginer. Réalisez-vous à quel point notre situation est désespérée? L'humanité est coincée dans un piège de vitesse colossale dont nous ne pourrons jamais nous échapper avec la seule force brute des fusées. C'est comme si une fourmi tentait de traverser l'océan à la nage. Même la lumière, la championne de vitesse de l'univers, se déplace à la vitesse ahurissante de 670 millions de miles par heure, et il lui faudrait tout de même 4 ans et demi pour combler le vide insondable qui nous sépare de notre voisine, Proxima Centauri. Et ce n'est que la première étape. La largeur de notre galaxie est de 100 000 années-lumière. Faites un simple calcul, et la traversée d'un bout à l'autre devient un voyage vertigineux, s'étalant sur des dizaines de milliers de générations, sur des milliers d'années. Chaque étoile qui scintille dans le ciel nocturne, chaque lueur d'espoir, représente en réalité une cible mélancolique, totalement inaccessible en une vie humaine avec la technologie actuelle. Nous les regardons, nous les admirons, mais nous ne pouvons pas les toucher. Regardez, rendons la situation encore plus concrète. Les sondes. Voyager, lancées en 1977 dans le cadre de l'une des plus grandes aventures de l'humanité, ne se trouvent actuellement qu'à 14 milliards de miles de chez nous. Cela peut sembler beaucoup, n'est-ce pas? Mais à l'échelle galactique, cette distance ne représente même pas le bout de notre propre rue. Elle voyage sans interruption depuis près de 50 ans, un demi-siècle. Pourtant, malgré tout ce temps et cette distance, elles ne sont toujours pas complètement sorties de l'immense influence gravitationnelle de notre système solaire. Pouvez-vous imaginer un voyage d'un demi-siècle et nous n'avons toujours pas quitté notre propre jardin? Les étoiles restent pour nous à une distance impossible. Sur ce terrain de jeu cosmique immense, nous sommes des bébés cosmiques, à peine capables de ramper alors que nous devrions sprinter. Voilà la dure réalité. L'espace n'est pas seulement grand. Non, il est bien plus que ça. Il se moque activement de nos plus grands rêves, de nos ambitions les plus audacieuses. Les distances ahurissantes entre les étoiles sont si vastes que même un voyage à 99% de la vitesse de la lumière, la limite absolue permise par l'univers, transformerait les missions interstellaires en engagements interminables, s'étalant sur des générations. Vous pourriez entreprendre ce voyage, mais votre destination, ce nouveau monde plein d'espoir, ne serait peut-être vue que par vos arrière-petits-enfants. Vous ne seriez plus qu'un souvenir entre les murs de métal du vaisseau. Chaque système de propulsion que nous avons construit jusqu'à aujourd'hui, chaque moteur de fusée, fonctionne sur le même principe fondamental et assez simple. Pour avancer, il faut éjecter quelque chose vers l'arrière. C'est aussi simple que cela. Les fusées chimiques brûlent du carburant en éjectant des gaz chauds par des explosions contrôlées. Les moteurs ioniques, plus modernes, projettent des particules chargées électriquement vers l'arrière. Les moteurs nucléaires, eux, expulsent un gaz chauffé par la puissance de l'atome. Tous obéissent aux lois inébranlables de la physique classique et tous se traînent comme des escargots par rapport à l'immense autoroute cosmique que nous devons parcourir. Les scientifiques appellent cette situation impitoyable, la tyrannie de l'équation de la fusée. C'est comme une malédiction. Plus vous transportez de carburant, plus votre vaisseau est lourd. C'est logique, n'est-ce pas? Mais plus votre vaisseau est lourd, plus il vous faut de carburant pour le déplacer. Cela se transforme en une spirale cauchemardesque
où vos réservoirs de carburant deviennent plus grands, plus encombrants que des villes entières, juste pour atteindre une infime fraction de la vitesse de la lumière. Ajouter plus de poussée, ironiquement, ne fait qu'ajouter plus de poids. C'est comme s'agiter davantage pour tenter de sortir d'un marécage. Chaque mouvement vous enfonce un peu plus. Oui, nous avons envoyé des robots à roues sur Mars, posé de minuscules explorateurs sur les lunes lointaines de Saturne, et même photographié le bord le plus éloigné de notre univers observable. Ce sont des réussites incroyables, ne vous méprenez pas. Pourtant, nous sommes toujours coincés dans notre propre jardin, comme des enfants qui regardent une haute clôture qu'ils ne pourront jamais escalader. La planète potentiellement habitable la plus proche, notre voisine de palier, se trouve à seulement 4 années-lumière. Mais, avec la technologie actuelle, il faudrait 25 000 ans de vol ininterrompus pour y arriver. 25 000 ans, 5 fois le temps qui s'est écoulé depuis que l'humanité a inventé l'écriture. Quelque chose doit changer, et radicalement. Le cosmos est rempli de milliards, peut-être de trillions de mondes potentiellement habitables. Pourtant, nous peinons à atteindre le rocher le plus proche dans notre propre quartier. Partie 3. Les équations élégantes d'Einstein. La limite mathématique des rêves. Alors, qu'est-ce qui nous enchaîne à cette réalité si douloureusement lente? La réponse se trouve dans les équations élégantes mais impitoyables qu'un homme a écrites sur quelques feuilles de papier il y a plus d'un siècle. Albert Einstein, en publiant sa théorie révolutionnaire de la relativité restreinte en 1905, a, sans même s'en rendre compte, construit une prison invisible autour des rêves de l'humanité. Une prison dont les barreaux sont les mathématiques et les murs, les lois fondamentales de l'univers. Ces célèbres équations ont révélé quelque chose de choquant, de bouleversant. Rien qui possède une masse ne peut jamais, au grand jamais, atteindre ou dépasser la vitesse de la lumière. L'univers lui-même applique cette règle à travers le tissu même de l'espace et du temps, c'est-à-dire à travers la réalité elle-même. La raison semble trompeusement simple à première vue. À mesure que les objets approchent de la vitesse de la lumière, ils gagnent de la masse, et pas qu'un peu. Plus vous allez vite, plus vous devenez lourd de manière exponentielle, à tel point qu'un vaisseau spatial approchant de très près la vitesse de la lumière serait en théorie plus lourd que toutes les galaxies réunies. Le faire avancer d'à peine 1 mile par heure de plus nécessiterait des augmentations d'énergie ahurissantes, astronomiques. Cela crée une sorte de cercle vicieux cosmique, un catch-22. Pour accélérer une masse, vous avez besoin d'énergie. Mais l'accélération fait augmenter cette masse, ce qui nécessite encore plus d'énergie, ce qui augmente encore la masse. Cette boucle folle s'envole en spirale vers l'infini, précisément au moment où vous seriez sur le point de franchir ce seuil magique de la vitesse de la lumière. L'univers nous dit en fait, vous pouvez vous approcher, même de très près, mais vous ne toucherez jamais cette limite. Einstein a appelé cela une limite de vitesse universelle. Et depuis plus d'un siècle, ces mathématiques inébranlables ont résisté à tous les défis, à tous les tests. Les gigantesques accélérateurs de particules en Suisse projettent des atomes les uns contre les autres à 99,99% de la vitesse de la lumière. Et, à chaque fois, ils confirment ces prédictions avec une précision effrayante, parfaite. Oui, les objets deviennent bien plus lourds. Oui, le temps ralentit bien. Ces règles sont absolues. Les scientifiques ont tout essayé pour trouver une fissure, une faille dans cette prison. Ils ont expérimenté des méthodes de propulsion exotiques, des idées repoussant les limites de l'imagination.
Ils ont calculé des orbites utilisant la gravité des planètes comme une fronde. Ils ont proposé d'immenses vaisseaux générationnels où des civilisations entières naîtraient, vivraient et mourraient pendant le voyage. Mais rien de tout cela ne change le problème fondamental, crucial. Les équations d'Einstein verrouillent fermement la porte et la physique conventionnelle ne parvient tout simplement pas à trouver la clé de cette porte. Les physiciens qualifient ces lois de intouchables. Car si vous les brisez, vous ne brisez pas seulement une limite de vitesse, mais la causalité elle-même, la relation de cause à effet. Vous créez des paradoxes où les effets précèdent les causes, défiant toute logique. En bref, vous pulvérisez la structure logique fondamentale qui maintient la réalité. L'univers préférerait s'effondrer entièrement plutôt que de permettre à quelque chose avec une masse de voyager plus vite que la lumière. Ce phénomène étrange appelé dilatation du temps ne fait qu'aggraver les choses. Disons que, par miracle, vous parveniez à atteindre 99% de la vitesse de la lumière. Le temps s'écoulerait pour vous de manière complètement différente de celle de tous ceux restés à la maison. Un court voyage de 10 ans pour vous pourrait durer des décennies, voire des siècles sur Terre. À votre retour, vous trouveriez que tous ceux que vous connaissiez sont morts depuis longtemps, que leurs arrière-petits-enfants sont maintenant des vieillards. La solitude, l'isolement seraient totaux et définitifs. Le monde auquel vous reviendriez ne serait plus celui que vous aviez quitté. Un autre phénomène, la contraction des longueurs, ajoute une couche supplémentaire à ce tableau déformé. À des vitesses extrêmes, l'espace lui-même semble se comprimer devant vous comme un accordéon. Les distances se réduisent. Un voyage qui devrait normalement prendre des années pourrait vous sembler durer des mois. Mais ce n'est que votre perception. À l'extérieur, des décennies s'écoulent, tandis que l'univers se déforme autour des objets en mouvement rapide de manière ahurissante, défiant le bon sens. Pendant des générations, les physiciens ont accepté cela comme le dernier mot, la vérité ultime. La vitesse de la lumière est la limite de vitesse. Point final. Rien ne peut y échapper. L'enseigner est devenu le fondement, le credo de chaque programme de physique sur Terre. Briser cette règle semblait aussi impossible que de créer un cercle carré ou de faire 2 plus 2 égaler 5. Mais certains scientifiques obstinés ont refusé d'accepter cette défaite permanente. Ils ont commencé à poser une question différente, plus rusée. Et si nous pensions le mouvement de manière complètement erronée? Amener même un minuscule vaisseau spatial à la vitesse de la lumière nécessiterait plus que l'énergie totale disponible dans chaque réservoir de carburant, chaque batterie et chaque centrale électrique sur Terre. Maintenant, arrêtez-vous, multipliez ce nombre par 1 milliard et vous n'en seriez même pas proche. Les mathématiques derrière ce cauchemar ont été vérifiées à maintes reprises et sont solides comme le roc. À mesure que la vitesse augmente, l'énergie cinétique augmente également. Et à des vitesses proches de celles de la lumière, les besoins en énergie ne font pas que croître. Ils explosent, littéralement. Pour qu'un vaisseau spatial d'une seule tonne, soit le poids d'une petite voiture, atteigne la vitesse de la lumière, il faudrait environ 9 fois 10 puissance 16 joules. Qu'est-ce que ce nombre signifie pour vous? Laissez-moi vous le dire ainsi. C'est l'équivalent de l'énergie totale produite par toute la civilisation humaine en un an. Le tout consommé en quelques secondes, juste pour déplacer un minuscule véhicule. Voyez-vous l'impossibilité? La fusion nucléaire, le même processus magnifique qui alimente les étoiles, nous offre théoriquement notre source de carburant la plus dense en énergie. Pourtant,
Même convertir la masse entière d'un grand astéroïde en énergie pure ne suffirait qu'à peine à propulser un vaisseau de taille raisonnable à une fraction significative de la vitesse de la lumière. Regardez, nous ne parlons pas ici de problèmes d'ingénierie difficiles. Nous parlons d'impossibilités fondamentales, insurmontables. Le projet Daedalus, conçu dans les années 1970, proposait d'utiliser des fusées à fusion pour atteindre 12% de la vitesse de la lumière. Cela semble modeste, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que vous voyiez sa conception gigantesque. Imaginez un monstre de la taille d'un gratte-ciel, principalement composé de réservoirs de carburant, transportant 50 000 tonnes de deutérium et d'hélium. 3. La minuscule soute transportant la véritable cargaison et l'équipage ressemblerait à une boîte d'allumettes en comparaison, et même cet énorme vaisseau mettrait 20 ans pour atteindre seulement les confins de nos systèmes stellaires voisins. Les moteurs à antimatière pourraient théoriquement améliorer ce ratio. Lorsque la matière rencontre l'antimatière, elle s'annihile complètement, convertissant 100% de leur masse en énergie pure. C'est le carburant le plus efficace, le plus puissant théoriquement possible dans l'univers. Alors, quel est le problème? Nous ne pouvons produire de l'antimatière qu'atome par atome, particule par particule, en utilisant d'immenses accélérateurs de particules. Et la stocker nécessite des bouteilles magnétiques qui consomment une puissance colossale. Produire suffisamment d'antimatière pour une seule mission interstellaire prendrait des milliers, voire des dizaines de milliers d'années avec notre technologie actuelle. Certains physiciens ont proposé des voiles solaires, d'immenses feuilles réfléchissantes poussées par la pression de la lumière des étoiles, c'est-à-dire par les photons. Celles-ci ne nécessitent aucun carburant, juste une patience infinie. L'accélération se mesure en fractions de pouces par seconde et cette minuscule poussée doit s'accumuler sur des années. Atteindre ne serait-ce que 10% de la vitesse de la lumière nécessiterait des décennies d'accélération ininterrompue. Et cette voile devrait mesurer des kilomètres de large, être plus fine qu'un mouchoir en papier, mais aussi solide qu'une plaque d'acier pour ne pas se désintégrer. Comme vous le voyez, chaque méthode de propulsion conventionnelle se heurte au même mur infranchissable. Plus vous voulez aller vite, plus vous avez besoin de carburant. Plus vous transportez de carburant, plus votre vaisseau est lourd. Plus votre vaisseau est lourd, plus il vous faut d'énergie pour l'accélérer. Les Hetziahuaques, ingénieurs appellent cela les rendements décroissants. Les poètes pourraient l'appeler une moquerie cosmique. Les fusées chimiques s'épuisent à environ 5 miles par seconde. Les moteurs ioniques peuvent atteindre 20 ou 30. Les moteurs thermiques nucléaires pourraient potentiellement atteindre 50. Même les conceptions de fusion les plus optimistes plafonnent à environ 3000 miles par seconde, ce qui ne représente encore que 1% de la vitesse de la lumière. C'est comme jeter des cailloux sur une montagne en espérant la déplacer. Le piège énergétique ne consiste pas seulement à construire des moteurs plus gros ou à trouver de meilleurs carburants. Il représente un obstacle fondamental, intouchable, inscrit dans la structure même de la réalité. Les équations d'Einstein garantissent qu'il faut une énergie infinie pour qu'un objet doté de masse atteigne la vitesse de la lumière. Et l'infini, c'est l'impossible. Aucune ingénierie intelligente, aucune technologie de pointe, aucune détermination inébranlable ne changera cette équation impitoyable. Pourtant, ce piège n'existe que si vous jouez selon les anciennes règles. Et si le mouvement lui-même n'était pas ce que nous pensions? Partie 4. Le berceau solitaire et les rivages. Inaccessible. La Terre pourrait être en train de mourir, et nous n'avons nulle part ailleurs où aller. Cette vérité froide et dérangeante
empêche les chercheurs de dormir la nuit, car lorsque nous regardons notre propre voisinage cosmique, une réalité douloureuse et indéniable se révèle. Chaque autre planète de notre système solaire est un désert hostile à la vie. Notre candidate la plus proche, Mars, est un désert gelé, où les températures chutent à moins 225 degrés Fahrenheit, soit 140 degrés Celsius. Son atmosphère est composée à 96% de dioxyde de carbone et est si fine que se tenir à la surface de Mars équivaut à être à 19 miles, soit 30 km d'altitude, dans l'atmosphère terrestre. À cette basse pression, votre sang bouillirait littéralement dans vos veines. D'immenses tempêtes de poussière, durant des mois, recouvrent la planète entière comme une couverture. Et les radiations mortelles de l'espace bombardent continuellement la surface, car Mars a perdu son champ magnétique protecteur il y a des milliards d'années. Vénus, avez-vous dit? C'est encore pire, cela ressemble à une description de l'enfer. Sous ces épais nuages d'acide sulfurique, la température de surface atteint 860 degrés Fahrenheit, soit 460 degrés Celsius, assez chaud pour faire fondre le plomb. La pression atmosphérique y équivaut à être à 3000 pieds, soit près d'1 kilomètre, sous l'eau sur Terre. Elle vous écraserait instantanément comme une boîte de conserve. L'atmosphère elle-même est principalement composée de dioxyde de carbone, mélangé à des nuages d'acide sulfurique. Les sondes soviétiques envoyées sur Vénus ont survécu moins de 2 heures avant d'être écrasées et effondues. Y vivre n'est pas seulement difficile, c'est impossible. Les géantes gazeuses, quant à elles, n'offrent aucune surface solide sur laquelle se tenir. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune sont essentiellement d'énormes boules d'hydrogène et d'hélium avec des pressions écrasantes et des vents terrifiants atteignant 1000 miles par heure, soit 1600 km par heure. Leur lune offre des options légèrement meilleures, mais elle reste toute gelée, sans air et mortelle. Par exemple, Titan, la plus grande lune de Saturne, possède des lacs de méthane liquide et une atmosphère épaisse. Cela semble assez prometteur, jusqu'à ce que vous réalisiez que la température de surface est de moins 290 degrés Fahrenheit, soit 180 degrés Celsius. Sans protection, vous y gèleriez en quelques secondes. Europe, en orbite autour de Jupiter, pourrait abriter un océan d'eau liquide sous des kilomètres de glace épaisse. Mais y accéder nécessiterait de forer à travers une immense croûte gelée dans l'un des environnements les plus radioactifs du système solaire. Mercure oscille follement entre 800 degrés du côté ensoleillé et moins 300 degrés à l'ombre. La Lune n'a pas d'atmosphère, pas d'eau, et fait face au même bombardement de radiation que la Terre, mais sans le champ magnétique qui nous protège. Vous comprenez? Chaque corps de notre système solaire est soit trop chaud, soit trop froid, soit totalement dépourvu des exigences fondamentales pour la vie humaine. Et terraformer ces mondes, c'est-à-dire les rendre habitables, reste de la pure spéculation de science-fiction. Même les estimations les plus optimistes suggèrent qu'il faudrait des milliers d'années pour rendre Mars à peine habitable, et cela nécessiterait une technologie que nous n'avons même pas encore inventée. Nous devrions épaissir son atmosphère, réchauffer sa surface, réactiver son champ magnétique et créer de l'air respirable. Chaque étape présente des défis colossaux, presque insurmontables. La Terre n'est pas seulement notre maison, c'est potentiellement notre seule maison viable pour des millions d'années à venir, même avec une technologie illimitée. Cela signifie que si le changement climatique, un impact d'astéroïdes ou une autre catastrophe mondiale rendait la Terre inhabitable, l'humanité n'aurait pas de plan B, pas de plan de secours. Nous devons atteindre au-delà de notre système solaire,
non pas par simple curiosité, mais par nécessité de survie. Le problème, c'est que ces mondes, potentiellement habitables et prometteurs, existent à des années-lumière. Proxima Centauri, B, orbite dans la zone habitable de son étoile, à seulement 4 années-lumière. Le système TRAPPIST-1 contient 7 planètes de la taille de la Terre, dont 3 potentiellement habitables, à 39 années-lumière. Kepler 452b, surnommée la cousine de la Terre, est très similaire à la Terre et se trouve à 1400 années-lumière. Ces mondes représentent nos futures maisons, les nouveaux berceaux de l'humanité. Mais avec la technologie actuelle, ils pourraient tout aussi bien exister dans une autre dimension, un autre univers. C'est pourquoi le voyage supraluminique n'est pas un luxe. C'est une nécessité évolutive. Nous avons besoin de nouveaux mondes, et pour les atteindre, il faut d'une manière ou d'une autre briser la limite de vitesse la plus fondamentale, la plus inébranlable de la physique. Les télescopes ont détecté plus de 5000 planètes confirmées en orbite autour d'étoiles lointaines, et des dizaines de ces planètes se trouvent dans cette zone habitable, magique, où l'eau liquide pourrait exister à leur surface. Nous pouvons les voir. Nous pouvons mesurer avec précision leur taille, leur composition et leur distance orbitale. Nous pouvons même calculer leur température de surface et leur structure atmosphérique. Il n'y a qu'une seule chose que nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons pas les atteindre. Proxima Centauri, B, hante les esprits des astronomes, car elle représente tout ce que nous désirons et que nous ne pouvons pas avoir. À seulement 4,2 années-lumière, c'est-à-dire juste à notre porte à l'échelle cosmique, cette planète orbite autour d'une étoile naine rouge dans la zone habitable. Elle pourrait avoir des océans. Elle pourrait abriter la vie. Les premières données suggèrent même qu'elle pourrait avoir un champ magnétique la protégeant des radiations mortelles de son étoile. Les scientifiques estiment que cette planète reçoit des niveaux d'énergie assez similaires à ceux que la Terre reçoit de notre Soleil. Le système TRAPPIST-1, découvert en 2017, a suscité encore plus d'enthousiasme. 7 planètes de la taille de la Terre orbitent autour d'une petite étoile froide à seulement 39 années-lumière. 3 de ces planètes se situent précisément dans cette zone habitable parfaite. Les modèles informatiques suggèrent que ces planètes pourraient avoir des atmosphères, des systèmes météorologiques et des climats stables. L'eau liquide n'y est pas seulement possible, elle était même assez probable. Kepler 452b, surnommée la cousine de la Terre, orbite autour d'une étoile assez similaire à la nôtre. Elle ne reçoit que 10% d'énergie en plus que la Terre, ce qui suggère que ses températures de surface se situent dans la bonne fourchette pour la vie. Mais elle se trouve à 1400 années-lumière et la découvrir a procuré un sentiment doux amer. Comme trouver un frère jumeau de l'autre côté d'un océan immense et infranchissable. Ces découvertes se multiplient de façon exponentielle. Chaque année apporte des dizaines de nouveaux candidats prometteurs. Des planètes avec des atmosphères épaisses, des mondes avec des cycles jour-nuit similaires à ceux de la Terre. Des planètes rocheuses avec la bonne masse pour retenir leur air sans écraser tout ce qui se trouve à la surface. Nous avons trouvé des mondes de glace, des mondes de lave, des mondes océaniques et des mondes désertiques. La galaxie est pleine de possibilités, de paradis potentiels. Pourtant, chacun d'eux, sans exception, est totalement inaccessible. Atteindre même notre candidate la plus proche, Proxima Centauri b, nécessiterait 40 000 ans avec les vitesses actuelles des engins spatiaux. Le système TRAPPIST-1 prendrait 600 000 ans. Kepler 452b nécessiterait 25 millions d'années de vol ininterrompu. Ces chiffres ne sont plus des temps de voyage,
ils deviennent des aires géologiques, des échelles de temps évolutives. C'est comme si nous étions coincés derrière une fenêtre, à regarder un paradis dans lequel nous ne pouvons pas entrer. Pensez-y, les astronomes peuvent vous dire la composition atmosphérique des planètes à des dizaines d'années-lumière, ce qu'il y a dans leur air, mais nous ne pouvons même pas envoyer une minuscule sonde pour les étudier dans un délai raisonnable. Le télescope spatial James Webb peut photographier les signatures chimiques subtiles de la vapeur d'eau et de l'oxygène dans les atmosphères extraterrestres. Pourtant, visiter physiquement ces mondes reste de la pure fantaisie. Cette frustration va bien au-delà d'une simple curiosité scientifique. Ces planètes représentent des foyers potentiels pour les générations futures. Elles pourraient être des refuges si la Terre devenait inhabitable. Elles pourraient abriter de tout nouveaux écosystèmes à étudier, des ressources à utiliser ou même des civilisations intelligentes avec lesquelles communiquer. Tout ce que nous voulons savoir, tout ce que nous devons atteindre, se trouve juste hors de notre portée, derrière une distance insurmontable et un mur de physique inébranlable. Même les signaux radio, voyageant à la vitesse de la lumière, mettraient des années, des décennies à atteindre ces mondes. Si nous détections une vie intelligente aujourd'hui et leur envoyions un message de bonjour, leur réponse ne nous parviendrait que des décennies, voire des siècles plus tard. Une simple conversation durerait des générations. Le voyage physique, lui, semble impossible sans une réimagination complète de la façon dont le mouvement fonctionne, jusqu'à ce que nous cessions d'essayer de nous déplacer dans l'espace et que nous commencions à déplacer l'espace lui-même. Partie 5. Le surfeur de la vague. Cosmique. Courbet, le vide. Miguel. Alcubierre était un étudiant en master, obsédé par la série Star Trek, lorsqu'il a décidé de calculer si le fameux moteur à distorsion pourrait réellement fonctionner dans la physique du monde réel. En 1994, il a publié un article qui a fait sourciller les physiciens professionnels, car les mathématiques qu'il présentait n'étaient pas seulement créatives. Elles étaient, techniquement, tout à fait correctes. Le concept du moteur Alcubierre n'accélère jamais un vaisseau spatial dans l'espace. Au lieu de cela, il crée une bulle d'espace-temps déformée autour du vaisseau. L'espace se contracte devant le vaisseau comme un accordéon et se dilate derrière lui comme un élastique, créant une vague qui propulse la bulle vers l'avant. Le vaisseau à l'intérieur de cette bulle reste stationnaire par rapport à l'espace qui l'entoure immédiatement et ne ressent aucune force d'accélération, aucune secousse. Regardez, il est plus facile de comprendre cela ainsi. Pensez-y comme à un surfeur sur une vague. Le surfeur ne nage pas dans l'eau, ni ne crée sa propre vitesse, n'est-ce pas? Il est transporté par la vague elle-même. Il reste immobile sur sa planche, tandis que la puissance de l'océan fait tout le travail. Les équations d'Alcubierre ont décrit un vaisseau spatial surfant sur une vague dans l'espace-temps, exactement de la même manière. Le génie de cette idée vient de l'exploitation d'une faille cachée, une lacune, dans les propres équations d'Einstein. La théorie de la relativité stipule que rien avec une masse ne peut se déplacer dans l'espace plus vite que la lumière. D'accord, nous acceptons cette règle. Mais Einstein n'a jamais dit que l'espace lui-même ne pouvait pas se déplacer plus vite que la lumière. En fait, les cosmologistes savent que l'espace se dilate déjà bien plus vite que la lumière aux confins les plus éloignées de l'univers observable. Cette expansion explique comment l'univers est passé d'un point minuscule à sa taille gigantesque actuelle en un peu moins de 14 milliards d'années.
Si l'espace peut déjà dépasser la limite de vitesse, pourquoi ne pas exploiter cette propriété naturelle? Les équations d'Alcubierre ont montré que vous pouviez théoriquement créer une densité d'énergie négative devant un vaisseau, provoquant la contraction de l'espace, tandis qu'une énergie positive derrière lui provoquerait son expansion. La bulle de protection contenant le vaisseau est poussée vers l'avant par cette distorsion asymétrique de l'espace-temps. Aucune poussée n'est nécessaire, aucune accélération n'est ressentie. Le vaisseau surfe simplement sur cette vague cosmique. Son article a provoqué des ondes de choc dans le monde de la physique théorique. Pour la première fois dans l'histoire, quelqu'un avait décrit mathématiquement un mécanisme de voyage supraluminique en utilisant les équations reconnues de la relativité générale. Ce n'était pas de la science-fiction spéculative, c'était des mathématiques solides, évaluées par des pairs, publiées dans une revue de physique légitime. La méthode semblait techniquement légale, possible selon les lois connues de la physique. D'autres scientifiques se sont précipités pour vérifier ces calculs. Et oui, ils ont trouvé que les mathématiques étaient solides. Il est apparu que l'espace-temps pouvait théoriquement être courbé de cette manière sans violer la causalité ou briser la relativité. Les besoins énergétiques étaient certes astronomiques, mais au moins techniquement finis, ce qui représentait une avancée majeure par rapport à la propulsion conventionnelle, qui nécessite une énergie littéralement infinie pour atteindre la vitesse de la lumière. Le moteur Alcubierre pourrait théoriquement atteindre n'importe quelle vitesse. 10 fois la vitesse de la lumière, 100 fois, voire 1000 fois. Comme la bulle ne se déplace pas dans l'espace, les effets relativistes gênants comme la dilatation du temps et la contraction des longueurs ne s'appliquent pas. Les membres de l'équipage à l'intérieur vivraient un écoulement normal du temps. Ils ne vieilliraient pas plus lentement que les gens restés sur Terre. Ils ne verraient pas les distances se contracter. La physique à l'intérieur de la bulle resterait complètement normale. Alcubierre, lui-même, a admis qu'il ne s'attendait pas à ce que le concept fonctionne mathématiquement. Il n'était qu'un étudiant en physique curieux, jouant avec les équations, inspiré par sa série télévisée préférée. Pourtant, ce calcul qu'il a fait pour le plaisir a accidentellement révélé une possibilité réelle, un code de triche caché dans la structure de l'espace-temps. Il semblait y avoir une porte dérobée intégrée dans le système d'exploitation de la réalité. Bien sûr, en construire un présentait d'innombrables complications qui rendaient la théorie presque facile en comparaison. Mais cette porte était désormais ouverte. L'impossible a soudainement commencé à paraître simplement extrêmement difficile. N'oubliez pas, l'espace-temps n'est pas un vide, c'est une chose réelle, un tissu qui peut être courbé, étiré, tordu et qui peut onduler. Chaque objet massif crée une dépression, un creux dans ce tissu, comme des boules de bowling sur une bâche en caoutchouc tendu. C'est cette dépression que nous expérimentons comme la gravité. Einstein l'a décrit il y a plus d'un siècle, et nous l'avons confirmé d'innombrables fois depuis. Les satellites GPS doivent tenir compte du fait que le temps s'écoule légèrement plus vite en orbite qu'à la surface de la Terre, car il se trouve plus haut dans le puits de gravité. Des expériences avec des horloges atomiques à bord d'avions montrent le même effet. Les trous noirs, quant à eux, courbent l'espace-temps si violemment et impitoyablement qu'une fois l'horizon des événements franchi, rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper. Le moteur Alcubierre prend ce concept et le transforme en une sorte d'arme. Au lieu de laisser la gravité courber naturellement l'espace, vous créez artificiellement une bulle d'espace déformée autour de votre vaisseau. Cette courbure contracte l'espace devant vous comme un accordéon et dilate l'espace derrière vous comme un élastique, créant une vague
qui propulse la bulle vers l'avant. Répétons-le, car c'est la partie la plus importante. Votre vaisseau ne se déplace jamais dans l'espace. L'espace se déplace autour du vaisseau. Cela peut sembler un simple jeu de mots jusqu'à ce que vous réalisiez que vous contournez, que vous trompez complètement la célèbre limite de vitesse d'Einstein. La relativité restreint le mouvement à l'intérieur de l'espace, mais elle n'impose aucune limite à la vitesse à laquelle l'espace lui-même peut se déplacer. Cette distinction est d'une importance vitale, car tous les effets secondaires cauchemardesques du voyage à une vitesse proche de celle de la lumière, dilatation du temps, contraction des longueurs, besoins énergétiques infinis, disparaissent lorsque vous ne vous déplacez pas. À l'intérieur de la bulle de distorsion, la physique fonctionne normalement. Vous pouvez vous promener dans le vaisseau, boire un café, jouer aux cartes et constater que le temps s'écoule exactement au même rythme que pour les gens sur Terre. Il n'y a pas de paradoxe des jumeaux où vous revenez plus jeune que votre frère. Il n'y a pas d'effet relativiste qui brouille votre vision. Cette bulle vous isole complètement, vous protège des distorsions extrêmes de l'espace-temps qui se produisent à ses bords. La vague elle-même, en revanche, peut théoriquement se déplacer à n'importe quelle vitesse. Les calculs originaux d'Alcubierre suggéraient que 10 fois la vitesse de la lumière serait relativement facile. Des variations plus récentes ont proposé des vitesses de 100 ou même 1000 fois plus rapides. À ces vitesses, notre voisine la plus proche, Proxima Centauri, devient un voyage de 2 semaines. La galaxie entière de la Voie lactée devient traversable en une vie humaine. Réalisez-vous à quel point cette idée est folle. Alors, à quoi ressemblerait une bulle de distorsion vue de l'extérieur? Assez étrange. La lumière ne pourrait normalement pas s'échapper de la zone d'espace hautement comprimée à l'avant du vaisseau, le rendant partiellement invisible. L'espace en expansion à l'arrière décalerait la lumière vers le rouge, vers les longueurs d'onde radio. La bulle pourrait émettre des radiations exotiques en se déplaçant et laisser une trace visible et ondulante dans l'espace-temps lui-même. De l'intérieur, vous verriez l'espace se comprimer devant vous, ce qui ferait paraître les cibles lointaines beaucoup plus proches qu'elles ne le sont en réalité. Les étoiles changeraient de couleur à mesure que leur lumière serait déformée par ce champ de courbure. En regardant en arrière, l'espace semblerait s'étirer vers l'infini. Pourtant, vous pourriez toujours voir votre point de départ, juste dans des longueurs d'onde décalées et déformées. Les mathématiques qui décrivent cela incluent des termes complexes, comme les équations tensorielles et la géométrie différentielle. Mais le concept de base reste d'une simplicité magnifique. Surfer sur l'espace-temps, comme sur une vague océanique. Laissez l'univers faire tout le travail pendant que vous êtes confortablement installé dans une bulle de réalité normale. La clé est de créer une courbure asymétrique de l'espace-temps. Cela nécessite de manipuler la densité d'énergie de l'espace de manière qui semble presque magique. Ce qui nous amène au problème le plus grand et le plus ennuyeux de tout le concept. Partie 6. Matière, fantôme et murmure. Quantique. Le moteur à distorsion d'Alcubierre nécessite quelque chose qui n'existe probablement même pas, de la matière exotique, avec une masse négative et une densité d'énergie négative. Regardez, ce n'est pas de l'antimatière, qui annihile la matière normale dans des éclats d'énergie. Non, c'est quelque chose de bien plus étrange, de bien plus inconcevable. Cette matière, au lieu d'attirer comme la gravité normale, repousse, créant une sorte d'antigravité, faisant fonctionner la gravité à l'envers. La matière normale, comme nous la connaissons, courbe l'espace-temps vers l'intérieur,
créant ces puits gravitationnels qui maintiennent les planètes en orbite et font tomber les pommes des arbres. La matière exotique, au contraire, courberait l'espace-temps vers l'extérieur, créant une colline gravitationnelle qui éloignerait les objets les uns des autres. C'est l'exact opposé, l'inverse de tout ce que nous savons sur le comportement de la masse et de l'énergie dans notre univers. Alors, la masse négative existe-t-elle? Nous ne l'avons jamais observée directement. Personne ne l'a jamais mesurée, créée, ni trouvé la moindre preuve qu'elle existe naturellement quelque part dans le cosmos. Elle reste entièrement théorique, une possibilité mathématiquement autorisée par les équations de la relativité générale, mais que la nature ne semble jamais avoir pris la peine de manifester. La quantité requise pour un moteur à distorsion ne fait qu'aggraver les choses. Les calculs originaux d'Alcubierre suggéraient que pour courber l'espace autour d'un simple petit vaisseau spatial, vous auriez besoin d'une masse négative équivalente à l'énergie de masse totale de Jupiter. Jupiter est 300 fois plus massive que la Terre. Transformer une telle quantité de matière normale en matière exotique, si c'était possible, nécessiterait des dépenses énergétiques inimaginables, éclipsant tout ce que l'humanité pourrait jamais produire. Les critiques ont immédiatement attaqué cette exigence. Bien sûr, les mathématiques fonctionnent, disaient-ils. Les équations sont valides, mais exiger des matériaux qui n'existent pas rend tout le concept inutile. Vous pourriez tout aussi bien concevoir une machine à mouvement perpétuel qui fonctionne avec des larmes de licorne. La physique est correcte, mais les matériaux sont de la pure fantaisie. Certains chercheurs ont tenté de trouver des alternatives. Pourriez-vous utiliser des champs électromagnétiques intenses pour créer une densité d'énergie négative dans le vide? Peut-être que les fluctuations quantiques pourraient être manipulées pour créer l'effet nécessaire. L'énergie sombre, cette force mystérieuse qui accélère l'expansion de l'univers, présente certaines propriétés similaires à une pression négative. Pourrions-nous l'exploiter ou la concentrer d'une manière ou d'une autre? Ces questions ont généré des décennies d'articles théoriques, mais n'ont apporté aucune réponse pratique. Créer des régions de densité, d'énergie négative, stables, semblait violer plusieurs principes physiques fondamentaux, y compris les conditions d'énergie des théories des champs quantiques. L'univers semble avoir des protections intégrées, des fusibles, qui empêchent probablement les concentrations d'énergie négative à grande échelle pour éviter les violations de la causalité et d'autres paradoxes qui briseraient la réalité. Mais un phénomène appelé l'effet Casimir a offert une lueur d'espoir. Lorsque vous placez deux plaques métalliques non chargées, extrêmement proches l'une de l'autre dans le vide, les fluctuations quantiques entre elles créent une densité d'énergie inférieure à celle de l'espace environnant. C'est techniquement considéré comme une densité d'énergie négative relative. Bien que la valeur absolue reste positive, l'effet est mesurable, a été vérifié à de multiples reprises et est absolument réel. Alors, ce principe pourrait-il être amplifié? Si vous pouviez créer et manipuler des effets de type Casimir à grande échelle, vous pourriez produire les distorsions d'espace-temps nécessaires pour une bulle de distorsion sans avoir besoin de matière exotique. L'énergie devrait toujours venir de quelque part, mais au moins vous travailleriez avec une physique connue et prouvée, plutôt qu'avec des fantômes théoriques. C'est ici que Harold White entre en scène et que tout passe de la pure théorie à quelque chose qui se rapproche de la physique expérimentale. Lorsqu'Alcubierre a calculé pour la première fois les besoins énergétiques pour un moteur à distorsion, les chiffres qui en ont résulté étaient apocalyptiques. Il vous faudrait convertir la masse entière de Jupiter en énergie pure et la concentrer d'une manière ou d'une autre en matière exotique.
C'est environ 2 fois 10 puissance 30 kg, soit à peu près 1,9 fois 10 puissance 47 joules d'énergie. Pour mettre cela en perspective, la Tsar Bomba, la bombe nucléaire la plus puissante jamais explosée, a libéré environ 2,1 fois 10 puissance 17 joules. Il faudrait multiplier la puissance énergétique de cette bombe par 1 billion de billions. Ces chiffres ahurissants ont immédiatement tué tout intérêt sérieux pour le sujet. Certes, les mathématiques étaient élégantes et le concept légal selon la relativité, mais nécessiter plus d'énergie que le cœur de plusieurs étoiles a relégué l'ensemble du concept au rang de curiosité théorique, de fantaisie. Le construire semblait aussi réaliste que de construire une échelle jusqu'à la Lune. Mais Harold White a remarqué quelque chose dans les équations. Les besoins énergétiques dépendaient en grande partie de 2 facteurs: l'épaisseur de la paroi de la bulle de distorsion et la forme générale de la bulle. Le modèle original d'Alcubierre utilisait des parois relativement épaisses et une forme sphérique simple, car cela rendait les mathématiques plus propres et plus simples. Et si vous optimisiez ces paramètres, White a proposé de remodeler la bulle en forme de tore, c'est-à-dire de beignet ou de donut, au lieu d'une sphère. Il a calculé que faire osciller l'épaisseur de la paroi de la bulle, la faire vibrer, pourrait réduire considérablement les besoins énergétiques. Les mathématiques sont devenues beaucoup plus complexes, mais les ordinateurs modernes pouvaient s'en charger. Lorsqu'il a exécuté les chiffres optimisés, les résultats ont choqué tout le monde. Les besoins énergétiques sont passés de cette masse gigantesque de Jupiter à quelque chose de plus proche de l'équivalent de 500 kg de matière exotique. Toujours énorme, toujours exotique, oui, mais plusieurs ordres de grandeur, c'est-à-dire des millions de fois plus raisonnable qu'auparavant. Cette masse est à peu près équivalente à celle d'un petit satellite. Théoriquement, vous pourriez l'intégrer dans un vaisseau spatial, au lieu d'avoir besoin d'une source d'énergie de la taille d'une planète. D'autres améliorations ont continué à améliorer les perspectives. Différents groupes de recherche ont proposé diverses géométries de bulles, des ellipsoïdes allongés, des configurations en forme de 8, des coques imbriquées de densités différentes. Chaque optimisation réduisait encore un peu les besoins énergétiques. Certains articles récents suggèrent que si vous ajustez la géométrie parfaitement, vous pourriez n'avoir besoin que de quelques dizaines de kilogrammes de densité d'énergie négative. Ces améliorations ont été réalisées entièrement par optimisation mathématique, en trouvant des moyens plus efficaces de courber l'espace-temps, obtenant le même effet de propulsion avec moins d'énergie. Cela reflète la manière dont les ingénieurs ont amélioré l'efficacité des fusées pendant des décennies en affinant la forme des tuyères, les rapports de mélange de carburant et la conception des chambres de combustion. La physique fondamentale est restée la même, mais une optimisation intelligente a permis d'obtenir de meilleures performances. Le véritable progrès passionnant est survenu lorsque les chercheurs ont réalisé que vous n'auriez peut-être pas du tout besoin de matière exotique stable. Certains modèles suggèrent que vous pourriez utiliser de l'énergie ordinaire pour créer des régions temporaires de densité d'énergie négative via des effets quantiques, les maintenir juste assez longtemps pour générer une poussée, puis les laisser s'effondrer et les recréer. Pensez-y comme à un moteur à combustion interne qui brûle du carburant par impulsion plutôt que par combustion continue. Ce concept de moteur à distorsion pulsée pourrait théoriquement fonctionner avec des réacteurs à fusion avancés ou l'annihilation d'antimatière, sans nécessité de stockage de matière exotique. Vous auriez besoin d'effets exotiques, oui, mais seulement de manière transitoire et de façon extrêmement contrôlée. Cela déplace le défi de la science des matériaux vers l'ingénierie de précision.
Ces optimisations pourraient-elles réellement fonctionner? Les mathématiques, vérifiées par plusieurs physiciens indépendants, semblent solides. Mais les mathématiques ne vous disent que ce qui pourrait être possible selon les lois connues. Que la réalité coopère avec ces modèles théoriques reste à prouver, jusqu'à ce que quelqu'un construise un matériel fonctionnel. Néanmoins, réduire les besoins énergétiques de la masse d'une planète à celle d'un satellite représente un réel progrès. Cela a fait passer les moteurs à distorsion de l'impossible au simplement extraordinairement difficile. Et parfois, cette distinction fait toute la différence. À la même époque, d'autres équipes de recherche abordaient le problème sous un angle complètement différent. Le physicien brésilien José Nattario a examiné les équations d'Alcubierre et a vu une marge d'amélioration. En 2002, il a publié un modèle de moteur à distorsion alternatif qui utilisait différentes astuces géométriques pour obtenir des résultats similaires. Connu sous le nom de moteur Nattario, ce modèle crée des distorsions de l'espace-temps via une configuration de champ tensoriel modifiée que certains physiciens considèrent comme plus stable que la conception originale d'Alcubierre. La différence clé réside dans la manière dont la bulle de distorsion s'interface, se connecte avec l'espace-temps normal. Le modèle d'Alcubierre crée des discontinuités nettes, des transitions brusques à la frontière de la bulle, où l'espace passe soudainement d'un état comprimé à un état normal, puis à un état dilaté. Ces frontières abruptes nécessitent des concentrations d'énergie intenses et peuvent produire des effets de rayonnement ou de gravité problématiques. Nattario, lui, a lissé ces transitions. Son modèle répartit la distorsion de l'espace-temps de manière plus graduelle sur un volume plus important, réduisant ainsi les pics de densité d'énergie requis en un point donné. Pensez-y comme à la différence entre le bord d'une falaise abrupte et une pente douce. Les deux changent d'altitude, mais la pente est plus stable et nécessite une ingénierie moins spectaculaire pour la franchir. Cette révision géométrique a des implications importantes pour la stabilité théorique. Les frontières énergétiques abruptes du modèle d'Alcubierre pourraient en être plus sujettes à des instabilités quantiques ou à une décomposition spontanée. Des distributions plus douces et graduelles pourraient se maintenir plus facilement. Le moteur Nattario semble également réduire certains effets secondaires indésirables, comme le rayonnement de Hawking, qui pourrait se produire aux frontières de la bulle de distorsion. Les besoins énergétiques du modèle Nattario restent comparables à ceux des moteurs Alcubierre, optimisés, mais les défis d'ingénierie sont différents. Vous devez créer une courbure de l'espace-temps plus douce, mais spatialement plus étendue. Cela pourrait en fait être plus facile à réaliser en utilisant des effets de type Casimir ou la manipulation de champs électromagnétiques, car vous n'exigez pas de concentration d'énergie extrême en des points spécifiques. L'inconvénient, les mathématiques décrivant les moteurs Nattario deviennent encore plus complexes que les équations déjà ardues d'Alcubierre. Les tenseurs de champs impliqués nécessitent une connaissance avancée de la géométrie différentielle pour être pleinement compris. La plupart des vulgarisations sur les moteurs à distorsion se concentrent sur le modèle original d'Alcubierre, simplement parce qu'il est plus facile à expliquer et à visualiser. Certains chercheurs suggèrent que la solution idéale pourrait combiner des éléments des deux modèles. Par exemple, utiliser la géométrie de frontières lisses de Nattario pour améliorer la stabilité, tout en incorporant les parois de bulles oscillantes d'Alcubierre pour minimiser les besoins énergétiques. Des conceptions hybrides pourraient potentiellement tirer le meilleur des deux approches. Une autre équipe de l'université de Göttingen en Allemagne a étudié si des géométries de distorsion topologiquement différentes pourraient mieux fonctionner.
Au lieu de bulles ou de tores, qu'en serait-il des champs de distorsion hélicoïdaux ou des structures d'espace-temps tressées? Une fois que vous commencez à traiter l'espace-temps comme un milieu malléable et flexible qui peut être façonné de manière créative, les possibilités explosent. Ces explorations géométriques restent pour l'instant purement théoriques. Personne n'a encore construit, ne serait-ce qu'un moteur Natario à l'échelle du centimètre pour tester si les mathématiques se traduisent en réalité physique. Mais la diversité des modèles proposés montre que la physique des moteurs à distorsion est passée d'une seule idée folle à un véritable champ d'étude avec plusieurs approches concurrentes. Cette diversité est saine. Différentes géométries pourraient être optimales pour différents objectifs. Les sauts de distorsion à courte portée pourraient utiliser une configuration, tandis que les voyages interstellaires à longue distance en utiliseraient une autre. Tout comme les avions se présentent sous de nombreuses formes différentes en fonction de leur mission, les moteurs à distorsion pourraient ne finir par exister sous diverses formes. La question suivante que les chercheurs ont commencé à se poser était: quelqu'un d'autre dans l'univers a-t-il déjà résolu ce problème? Et si oui, pourrions-nous détecter les preuves qu'ils ont laissées derrière eux? Partie 7. Le micro-univers en laboratoire. La première fissure dans la réalité. Le docteur Harold White a passé des années à faire des recherches sur la physique de la propulsion au Johnson Space Center de la NASA à Houston. Son équipe dirigeait un laboratoire spécialisé dédié à l'exploration de concepts de propulsion exotiques, du genre de ceux qui faisaient sourciller leurs collègues, mais qui produisaient occasionnellement des découvertes révolutionnaires. En 2011, White a publié de nouveaux calculs suggérant que les besoins énergétiques pour un moteur alcubière pourraient être bien plus faibles qu'on ne le pensait initialement. Ces mathématiques révisées ont montré que l'optimisation de la forme de la bulle de distorsion pouvait réduire les besoins énergétiques de plusieurs ordres de grandeur. Au lieu de nécessiter des quantités de matière exotique de la masse de Jupiter, vous n'auriez peut-être besoin que de quelques centaines de kilogrammes. Toujours exotique, toujours indisponible. Mais soudainement, le concept est passé de physiquement impossible à simplement incroyablement difficile. Puis, en 2021, quelque chose de complètement inattendu s'est produit. L'équipe de White étudiait l'effet Casimir en utilisant un équipement spécialisé conçu pour mesurer des forces à l'échelle nanométrique, c'est-à-dire à l'échelle d'un milliardième de mètre, entre des plaques de métal. Ils n'essayaient pas de créer une bulle de distorsion. Ils cherchaient à savoir si les forces de Casimir pourraient être utiles pour le contrôle d'attitude des engins spatiaux. Une recherche fondamentale, donc rien de révolutionnaire. Mais lors d'une expérience, leurs capteurs ont détecté quelque chose d'étrange, d'anormal. Une minuscule courbure mesurable de l'espace-temps, à l'échelle nanométrique. Les lectures correspondaient exactement aux prédictions théoriques de ce à quoi une petite bulle de distorsion devrait ressembler. Ils avaient accidentellement créé la géométrie même de l'espace-temps, décrite par Alcubierre, seulement à une échelle des millions de fois plus petite que celle requise pour une propulsion réelle. L'équipe de White a répété l'expérience plusieurs fois. L'effet est resté constant et mesurable. Ils ne voyaient pas d'erreur d'instrument ou de bruit quantique aléatoire. Ils observaient une distorsion réelle et reproductible de l'espace-temps, créée en manipulant l'effet Casimir. Une bulle de distorsion microscopique mais réelle était apparue dans un laboratoire sur Terre sous leurs yeux. Ces découvertes ont fait l'effet d'une bombe dans la communauté de la physique de la propulsion.
La géométrie du moteur à distorsion n'était plus seulement un concept théorique. C'était quelque chose qui pouvait être créé, mesuré et étudié expérimentalement. Si vous pouviez créer une bulle de distorsion à l'échelle nanométrique, l'agrandir devenait un défi d'ingénierie plutôt qu'une impossibilité physique. Les critiques ont immédiatement exigé une vérification. D'autres laboratoires indépendants devaient reproduire ces résultats avant que quiconque puisse prétendre à une preuve définitive. L'équipement nécessaire est cependant très spécialisé et coûteux. La vérification indépendante prend donc du temps. Certains physiciens ont proposé des explications alternatives pour les lectures de White. Peut-être s'agissait-il d'interférences électromagnétiques, ont-ils dit. Peut-être des effets quantiques mal interprétés. Le scepticisme est sain et nécessaire en science. Pourtant, l'équipe de White avait soigneusement calibré ses instruments, tenu compte de toutes les sources d'erreurs connues et tout documenté méticuleusement. Les données semblaient solides. Plus important encore, l'effet apparaissait exactement quand la théorie le prédisait et disparaissait lorsque les conditions changeaient. Ce type de corrélation suggère généralement des phénomènes réels plutôt que des erreurs de mesure. La NASA a discrètement augmenté le financement du laboratoire de White. D'autres agences gouvernementales ont également pris note. Des entreprises aérospatiales privées ont commencé à embaucher des physiciens de la propulsion pour mener des recherches sur la génération de champs de distorsion. La course était lancée, non pas pour construire un moteur à distorsion immédiatement, mais pour comprendre s'il était possible de passer de l'échelle nanométrique à l'échelle macroscopique, de l'échelle microscopique à la taille d'un vaisseau. Le problème de la matière exotique restait un obstacle majeur. Même avec des besoins énergétiques réduits, il fallait toujours une densité d'énergie négative pour créer la courbure asymétrique de l'espace-temps. Les expériences de White ont montré que les effets Casimir pouvaient reproduire une géométrie de type distorsion, mais seulement à de très petites échelles et avec de petites quantités de manipulation d'énergie. Passer des nanomètres au mètre représentait une augmentation d'échelle colossale, d'1 milliard de fois. Pourtant, cette barrière psychologique avait été brisée. Les bulles de distorsion existaient désormais en réalité, pas seulement sur le papier. Et cela a tout changé. Soudain, d'autres équipes de recherche ont commencé à dépoussiérer les anciens articles sur les moteurs à distorsion, cherchant des détails peut-être négligés. Peut-être que la réponse était sous nos yeux, depuis le début. Bien que l'effet Casimir puisse sembler magique, il découle en fait de l'une des vérités les plus étranges, mais vérifiées de la réalité. L'espace vide n'est en fait pas vide. La théorie des champs quantiques nous dit que le vide est constamment agité de particules virtuelles qui entrent et sortent de l'existence, existant un instant, puis disparaissant l'instant d'après. Ces particules existent pendant des moments infiniment courts, empruntant de l'énergie à l'incertitude quantique, puis disparaissent avant que l'univers ne s'aperçoive de la dette. Vous ne pouvez pas voir directement ces particules virtuelles, mais vous pouvez détecter leurs effets. Elles créent une faible énergie de fond qui imprègne tout l'espace. Normalement, cette énergie du vide quantique est uniforme, poussant également dans toutes les directions, de sorte que vous ne la remarquez jamais. Mais, en 1948, le physicien néerlandais Hendrik Casimir a prédit que quelque chose d'étrange se produirait. Si vous placiez deux plaques métalliques non chargées très près l'une de l'autre, ces plaques limiteraient les particules virtuelles pouvant exister dans l'espace entre elles. Seules les particules dont la longueur d'onde est plus petite que cet espace étroit pourraient y apparaître. À l'extérieur des plaques, cependant, des particules virtuelles de toute longueur d'onde pourraient exister librement.
cela crée un déséquilibre. La pression quantique qui pousse les plaques l'une vers l'autre de l'extérieur est plus grande que la pression qui les sépare de l'intérieur. En conséquence, les plaques s'attirent avec une force mesurable. Bien qu'il n'y ait pas de charge électrique et pas d'interaction conventionnelle, elles sont poussées l'une contre l'autre par un déséquilibre dans les fluctuations du vide quantique. Cette force est minuscule, seulement perceptible lorsque les plaques sont séparées par des distances plus petites qu'un cheveu humain, mais elle est absolument réelle et a été mesurée d'innombrables fois. L'effet Casimir prouve que la densité d'énergie négative peut exister dans la nature. L'espace entre ces plaques a moins d'énergie du vide quantique que l'espace vide normal. Ceci est techniquement considéré comme une énergie négative par rapport au vide environnant. C'est crucial car si vous pouviez amplifier et contrôler des effets de type Casimir, cela suggère que la matière exotique pourrait ne pas être du tout nécessaire pour les moteurs à distorsion. Les expériences de White ont exploité ce principe en disposant soigneusement des plaques de condensateur dans des géométries spécifiques. Son équipe a créé des régions où l'énergie du vide quantique était différente, inférieure à la ligne de base. Ces différences de densité d'énergie ont légèrement courbé l'espace-temps, créant ces distorsions mesurables. La courbure était microscopique. Oui, mais elle était là. L'amplifier présente des défis immenses. La force de Casimir diminue rapidement avec la distance. Éloignez un peu les plaques et l'effet disparaît instantanément. Créer des densités d'énergie négatives de type Casimir sur des distances mesurées en mètres plutôt qu'en nanomètres nécessiterait des techniques entièrement nouvelles, impliquant probablement des matériaux exotiques ou des technologies quantiques qui n'existent pas encore. Certains physiciens ont suggéré d'utiliser des métamatériaux, des matériaux artificiellement structurés qui courbent la lumière et les champs électromagnétiques de manières inhabituelles. D'autres ont suggéré que les techniques de calcul quantique pourraient fournir un contrôle précis sur les fluctuations du vide. Quelques penseurs radicaux se sont demandé si l'énergie sombre, cette force mystérieuse qui accélère l'expansion de l'univers, pourrait être liée à des états d'énergie du vide manipulables. Les besoins énergétiques restent incroyablement élevés, même si les effets Casimir les réduisent quelque peu. Vous devez toujours créer et maintenir des gradients d'énergie très abrupts, c'est-à-dire des différences de densité d'énergie, le long de la frontière de la bulle de distorsion. Cela exige des sources d'énergie bien au-delà de tout ce qui est actuellement disponible. La fusion nucléaire pourrait fournir une énergie suffisamment concentrée, mais la contrôler avec une précision suffisante pour sculpter l'espace-temps est un défi d'un tout autre ordre. Pourtant, la porte était ouverte. La matière exotique n'était peut-être pas nécessaire. Après tout, une physique réelle et mesurable pourrait potentiellement créer des distorsions d'espace-temps de type distorsion. Le chemin de cette démonstration à l'échelle nanométrique à une application à l'échelle d'un vaisseau spatial semblait long et incertain. Mais au moins, il y avait maintenant un chemin. Cela représentait un réel progrès, et non plus une simple spéculation théorique. Et la prochaine percée viendrait d'une direction complètement inattendue, en écoutant l'univers lui-même pour trouver des signes que quelqu'un d'autre avait déjà résolu ce problème. Partie 8. Les échos de l'autoroute interstellaire. Les ondes gravitationnelles sont des ondulations dans l'espace-temps, créées lorsque des objets massifs, comme des trous noirs en collision ou des étoiles à neutrons en fusion, accélèrent violemment. Ces ondes se propagent à travers le cosmos à la vitesse de la lumière. Nous pouvons maintenant les détecter en utilisant des observatoires comme LIGO et Virgo, en mesurant des distorsions de l'espace-temps
plus petite que le diamètre d'un proton. En 2024, une équipe de recherche de l'Université de Potsdam en Allemagne a eu une idée ingénieuse. Si les moteurs à distorsion courbent l'espace-temps, alors ils devraient également produire des ondes, les Neurocytos, gravitationnelles. Et le motif de ces ondes porterait une signature distinctive et artificielle, différente des sources astronomiques naturelles. Une bulle de distorsion en mouvement créerait une signature spécifique et reconnaissable dans le spectre des ondes gravitationnelles, en fonction de sa géométrie et de sa vitesse. Les chercheurs ont mené des simulations montrant exactement à quoi ressembleraient ces signatures de moteurs à distorsion dans les détecteurs d'ondes gravitationnelles. Ils ont calculé les fréquences, les amplitudes et les motifs de polarisation que différents modèles de moteurs à distorsion produiraient. Puis, ils ont commencé à examiner les données d'ondes gravitationnelles existantes, à la recherche de correspondance avec ces motifs artificiels. Rien n'est ressorti des archives existantes, mais l'astronomie des ondes gravitationnelles est encore une science très jeune. LIGO n'a réalisé sa première détection qu'en 2015. Nous commençons à peine à écouter l'univers de cette toute nouvelle manière. Les détecteurs avancés qui entreront en service au cours de la prochaine décennie seront beaucoup plus sensibles, capables d'entendre des signaux beaucoup plus faibles et de distinguer des motifs plus complexes. Si une civilisation avancée à quelques milliards d'années-lumière a développé la technologie du moteur à distorsion, nous pourrions détecter le mouvement de leurs vaisseaux dans l'espace grâce aux ondes gravitationnelles qu'ils laissent derrière eux. Ces ondes se propagent vers l'extérieur à la vitesse de la lumière, créant des coquilles d'espace-temps en expansion et déformées qui finissent par traverser la Terre. Pensez aux implications. À quel point ce serait stupéfiant. Nous pourrions découvrir que le voyage supraluminique est réel, non pas en l'inventant nous-mêmes, mais en détectant des civilisations extraterrestres qui l'utilisent déjà. Chaque détection nous fournirait des indices inestimables sur la façon dont ils construisent leurs moteurs à distorsion, leurs signatures énergétiques, leur géométrie de bulles, leur méthode de propulsion. Ce serait comme trouver des empreintes de pas extraterrestres dans la neige et, à partir de ces traces, reconstituer leurs chaussures par rétro-ingénierie. Certains critiques soutiennent que les civilisations assez avancées pour construire des moteurs à distorsion seraient probablement prudentes quant à leur détection. Peut-être masquent-elles leur signature gravitationnelle ou utilisent-elles des géométries de distorsion modifiées qui minimisent les émissions détectables. Peut-être évitent-elles de traverser les régions peuplées de la galaxie à des vitesses de distorsion pour ne pas se révéler accidentellement. Mais même les civilisations les plus prudentes pourraient laisser des traces occasionnelles. Un seul saut de distorsion non protégé, une manœuvre d'urgence ou simplement un ancien moteur à distorsion primitif datant de leur développement précoce pourrait produire des signaux détectables. Nous n'avons besoin que d'observer un seul exemple clair pour prouver que le concept fonctionne dans la réalité physique. Cette recherche s'étend au-delà des seules ondes gravitationnelles. Les bulles de distorsion se déplaçant à des vitesses extrêmes à travers le gaz et la poussière interstellaire devraient créer des ondes de choc et des signatures de rayonnement. Des particules à haute énergie accélérées à la frontière de la bulle pourraient produire des rayons gamma ou des sursauts de rayons cosmiques. Les télescopes optiques pourraient rechercher le décalage caractéristique vers le rouge et le bleu de la lumière autour des champs de distorsion en mouvement. Il n'y a pas encore de détection confirmée. L'univers semble silencieux sur ces fréquences. Du moins, dans les données,
que nous avons examinées jusqu'à présent. Mais l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence, surtout lorsque nous n'écoutons sérieusement que depuis quelques années avec des équipements à sensibilité limitée. Imaginez le moment où nous détecterons cette première signature de moteur à distorsion définitive. Elle répondrait instantanément à deux questions profondes. Sommes-nous seuls? Et le voyage supraluminique peut-il vraiment fonctionner? Cette découverte révolutionnerait la physique et accélérerait potentiellement nos propres recherches sur les moteurs à distorsion de plusieurs décennies. Car nous saurions alors avec certitude que l'univers autorise cette technologie. D'ici là, la recherche continue. Chaque année, de nouveaux détecteurs entrent en service. Les algorithmes s'améliorent. Les techniques d'analyse deviennent plus sophistiquées. Si des moteurs à distorsion extraterrestres laissent leur signature sur l'espace-temps quelque part, nous finirons par les trouver. Mais que se passera-t-il alors? La rétro-ingénierie de la technologie extraterrestre semble relever de la science-fiction, jusqu'à ce que vous vous rappeliez que les humains l'ont fait tout au long de l'histoire. Lorsque les Européens ont découvert la poudre à canon en Chine, ils n'ont pas eu besoin de comprendre immédiatement toute la chimie. Ils pouvaient analyser le mélange, expérimenter les proportions et finalement le reproduire. La même chose s'est produite pour d'innombrables technologies, de la fabrication de l'acier aux semi-conducteurs. Si nous détectons des signatures d'ondes gravitationnelles provenant de moteurs à distorsion extraterrestre, nous aurions un avantage énorme: des observations directes de modèles fonctionnels. Ces motifs d'ondes nous révéleraient la géométrie de la bulle, les distributions d'énergie, le calendrier de la propulsion et les profils d'accélération. Même si nous ne pouvions pas regarder à l'intérieur de la technologie, nous pourrions tout mesurer de l'extérieur. Des simulations informatiques avancées pourraient alors modéliser les configurations qui produiraient ces signatures exactes. Cela devient un énorme problème inverse, étant donné la sortie, calculer l'entrée. Les ingénieurs utilisent constamment cette approche pour déduire les structures internes à partir de mesures externes. Les scanners médicaux fonctionnent de la même manière, reconstruisant une anatomie tridimensionnelle à partir de projections de rayons X bidimensionnels. Le travail de l'équipe allemande a jeté les bases de cette approche. Ils ont créé une bibliothèque de signatures de distorsion simulées, afin que, lorsque de véritables détections se produiront, des algorithmes puissent rapidement faire correspondre les motifs avec les modèles théoriques. Pensez-y comme à une sorte de reconnaissance faciale pour les moteurs à distorsion. Le système apprend à quoi devraient ressembler les différents modèles, puis les identifie dans les données d'observation. Certains chercheurs s'inquiètent des violations de traités ou de l'étiquette galactique. Oui, cet avenir parmi les étoiles pourrait arriver bien plus tôt que n'importe lequel d'entre nous ne s'y attend. Nous fondons tous nos plans sur cette hypothèse, que nous atteindrons les richesses de la galaxie, que nous atteindrons de nouveaux mondes et que nous étendrons le destin de l'humanité dans l'univers. Mais alors même que nous rêvons d'atteindre ces étoiles, un murmure venu des profondeurs du cosmos nous souffle à l'oreille une vérité qui pourrait bouleverser tous nos plans, toutes nos cartes. Le sol même sur lequel nous nous tenons pourrait ne pas être ce que nous pensons. Et si nos voisins galactiques que nous essayons d'atteindre étaient bien plus loin que nous ne le pensions? Pire encore, et si nous vivions au milieu d'un immense néant, d'un vide cosmique, isolé du reste de l'univers? Les données récentes du télescope spatial James Webb pointent précisément vers cette possibilité ahurissante. Dans notre prochaine vidéo, nous plongerons dans les profondeurs de cette découverte choquante qui remet en question fondamentalement l'adresse de l'humanité dans l'univers. Pourquoi
les découvertes de James Webb fournissent-elles des preuves que nous vivons dans un vide cosmique géant? Si vous ne voulez pas manquer cet épisode qui va ébranler nos hypothèses les plus fondamentales sur notre place dans l'univers, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer cette cloche de notification. D'ici là, lorsque vous regarderez les étoiles, posez-vous cette question. Ces lumières que vous voyez sont-elles une invitation ou les échos de l'autre côté d'un vide immense? Dormez bien. Bonne nuit.